Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on décortique une idéologie qui gagne en influence et ses méthodes, en s'appuyant sur une analyse assez fascinante de la manière dont les histoires peuvent, littéralement, façonner notre monde. Et voilà, on entre direct dans le vif du sujet avec cette citation. Ce qu'elle nous dit, au fond, c'est que le pouvoir réel ne se trouve pas forcément dans la vérité factuelle, mais plutôt dans l'histoire qu'on arrive à imposer. C'est une idée qui a des conséquences absolument énormes sur notre monde actuel. C'est la question un peu vertigineuse qui va nous guider. Il faut imaginer un instant une idée, une fiction, qui serait si contagieuse, si puissante, qu'elle finirait par sortir des livres ou des esprits pour devenir une force bien réelle qui change les choses. Bon, alors, première étape, comment ça marche au juste? Comment est-ce qu'une simple narration peut acquérir un tel pouvoir sur la réalité? Alors ce concept, il a un nom, l'hyperstition. C'est un terme qui a été popularisé par le philosophe Nick Land dans les années 90. Et attention, on ne parle pas juste d'une fake news ou d'une simple fausse croyance, non. C'est bien plus fort que ça. C'est une prophétie qui se réalise elle-même. Ce qui est fou avec ce mécanisme, c'est sa propagation. C'est comme un virus culturel qui se répand à travers les histoires qu'on se raconte. Ça donne presque l'impression que c'est une idée qui vient du futur pour modifier notre présent, en créant une attente ou une peur si intense qu'elle finit par se concrétiser. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais concrètement dans le monde réel, ça donne quoi? Voyons quelques exemples tirés de l'analyse. Prenons un cas d'école, Donald Trump. Quand il crie « fake news » à tout bout de champ, il ne fait pas que mentir. C'est plus malin. Il construit une réalité alternative où sa parole a plus de poids que les faits. Et son slogan « Make America Great Again », ce n'est pas un programme, c'est une hyperstition. C'est le mythe d'un âge d'or imaginaire qui motive des actions bien réelles aujourd'hui. Mais attention, ce serait une erreur de penser que c'est juste un truc américain. En France aussi, on voit ces mécanismes à l'œuvre. D'un côté du spectre politique, on entend parler du grand remplacement. De l'autre côté, on a des contre-récits tout aussi puissants, comme l'idée que le néolibéralisme serait la cause unique de tous nos problèmes. Ce qui est important de noter ici, c'est que cette bataille de récits, elle ne fait qu'aggraver les divisions. Alors la grande question c'est, est-ce que tout ça, c'est juste le fruit du hasard, ou est-ce que c'est piloté? Y a-t-il une stratégie derrière tout ça? Et c'est là qu'on tombe sur une idéologie bien précise, pour qui l'hyperstition n'est pas juste un phénomène intéressant, mais un véritable outil de conquête. Ça s'appelle le Dark Enlightenment, ou NRX pour les intimes. C'est un courant de pensée qui vient des milieux tech anglo-saxons. Et pour eux, c'est très simple. La capacité d'une histoire à changer le monde, ce n'est pas un bug de notre système, c'est une fonctionnalité. Et ils comptent bien l'exploiter. Alors, c'est quoi leur but final? En gros, ils rejettent la démocratie, ils veulent un gouvernement par les élites de la tech, ils rêvent de créer des pays start-up super innovants, mais autoritaires, et surtout, ils veulent une liberté totale pour cette élite, sans aucune contrainte morale. Et on ne parle pas de quelques illuminés, Des gens comme Peter Thiel, un des papes de la Silicon Valley, sont des figures de proue de ce mouvement. Ok, imaginons un instant qu'ils y arrivent. À quoi ressemblerait un monde dirigé par cette idéologie? Leur objectif, c'est une sorte de turbo-capitalisme. Un système où le profit et l'efficacité écrasent tout le reste. L'idée, c'est d'externaliser les coûts. En clair, tout ce qui est négatif, la pollution, le chômage, la misère, est tout simplement ignoré. Pourquoi? Parce que ça n'apparaît pas sur une ligne de compte. Et pour bien comprendre cette logique, il y a cette phrase dans l'analyse qui fait froid dans le dos. Ce qui est terrible ici, ce n'est même pas de la haine. C'est pire, c'est de l'indifférence totale, calculée. Les gens ne sont plus des gens, ils deviennent des effets collatéraux, des résidus. Et l'exemple le plus parlant aujourd'hui, c'est probablement le changement climatique. Ne rien faire, c'est accepter de condamner des milliards de personnes. Pas en appuyant sur un bouton, non, mais en choisissant jour après jour de ne pas agir pour les sauver. C'est une forme d'extermination par l'indifférence. Alors face à un tableau aussi sombre, est-ce qu'on est condamné à subir? Heureusement, non. L'analyse propose aussi des pistes pour résister. Voilà donc une sorte de boîte à outils pour la résistance, en 6 points. D'abord, comprendre la menace, savoir de quoi on parle et en parler. Ensuite, réaffirmer nos propres cultures. Puis, utiliser notre pouvoir de consommateur, parce que l'argent, c'est le carburant du système. Il s'agit aussi de construire notre autonomie médiatique, sortir de l'écosystème des GAFAM. L'humour est aussi une arme pour ridiculiser leurs grands mythes. Et enfin, peut-être le plus important, se réengager en politique. Soutenir les lois, les syndicats, les services publics, bref, reprendre le contrôle. Et tout ça nous amène à la question finale, celle qui résume tout. Au fond, est-ce qu'on va réguler le futur ou est-ce que c'est le futur qui va nous réguler? La technologie et les idéologies, ce ne sont que des outils. C'est à nous de décider des règles du jeu. Le choix, il est là. Un avenir contrôlé par une petite élite ou un avenir où la collectivité garde la main. C'est peut-être ça, le véritable enjeu de notre siècle.